On va passer maintenant la parole à Pascal Minier, qui fait partie du comité de direction de l'Institut Émilie du Châtelet, qui est psychosociologue, si je ne me trompe pas, qui a récemment publié sur le Caire, un vaste sujet que j'espère on pourra aborder dans les prochaines assises aussi, et qui est spécialiste du travail, de la psychologie du travail, et qui a bien voulu accomplir cette tâche difficile, parce que ça oblige à être attentive absolument toute l'après-midi, de prendre sur le fil les notes pour pouvoir conclure notre journée. Avant de dire à quel point moi j'étais très très contente du titre des assises de cette année et de la mise en valorisation du mot de féminisme. J'aime beaucoup l'affiche aussi, hein, le graphisme de l'affiche. Et donc voilà, Florence a rappelé tout à l'heure que le premier titre c'était je suis féministe, je ne suis pas féministe mais... Et donc il y avait quand même bien l'idée à travers ce titre et à travers l'organisation de ces assises d'une certaine fierté d'être féministe, hein, d'une revalorisation aussi de cette posture-là, sachant que je dirais que dans le milieu académique, un petit peu comme Amandine a pu le raconter dans le milieu scolaire, on a souvent avancé masqué. On a avancé masqué derrière le terme de genre, on a avancé masqué derrière le terme d'égalité, on a avancé derrière un certain nombre de termes comme ça un petit peu euphémisants et que on se rend compte que c'est pas forcément la bonne stratégie et que peut-être politiquement justement il y a à réaffirmer une puissance du féminisme aujourd'hui. Florence disait dans quel domaine l'intervention féministe est-elle requise? Moi, j'ai envie de dire dans quel domaine l'intervention féministe n'est-elle pas requise? Parce qu'on voit bien que c'est une question qui est transversale, qui traverse tous les domaines de la société et qui a sa pertinence aujourd'hui à peu près partout, puisque la société française, quoi qu'on en dise, parce que les Français sont comme ça un petit peu toujours arrogants, ils ont toujours tout mieux réussi que tout le monde, ben non, sur cette question-là, ils ont plutôt moins bien, on s'est plutôt moins bien débrouillé, on a plutôt moins bien réussi. Donc du coup, ça vaut la peine de continuer à faire des choses dans le contexte actuel. Alors ce que j'ai trouvé vraiment tout à fait passionnant dans cet après-midi, c'est qu'on voit bien par exemple qu'on ne peut pas penser la question de la parentalité sans la question du travail, et ça je trouve que c'est quand même une avancée, c'est quand même une nouveauté dans la manière de le problématiser comme deux sphères qui ne sont pas deux sphères distinctes, mais qui sont vraiment une seule et même question, hein. Parentalité, travail domestique, travail à la maison, et puis également travail salarié et pour l'ensemble, on va dire, des conjoints ou des coparents, hein. Et puis on voit aussi qu'on ne peut pas, et en fait ça apparaît, je trouve assez bien, même si ça n'a pas été formulé comme ça, avec la deuxième table ronde, qu'on ne peut pas non plus penser la parentalité indépendamment de la question de l'institution éducative au sens large. Alors à la fois l'école, l'éducation nationale, mais aussi les outils qui sont mis à disposition, les manuels, la littérature enfantine, etc. Alors, c'est une chose de transformer les mentalités. Transformer les mentalités, c'est très très compliqué, je vais y revenir, mais c'est une autre chose aussi de transformer l'organisation du travail. Et quelle que soit l'évolution des mentalités, il y a une évolution des mentalités du côté des hommes comme du côté des femmes, on voit bien que les organisations du travail, très souvent, c'est des structures qui sont des structures très lourdes et qui sont difficiles à déplacer. C'est la raison pour laquelle je trouvais que l'intervention de François Fatou était vraiment tout à fait importante dans le contexte, parce que c'est important que les entreprises se posent la question des organisations du travail à partir de cet axe, cette question de la conciliation, comme n'étant pas une question féminine, mais étant une question qui concerne en fait les couples, les parents, etc. J'en parlais avec M. Fatou à l'heure du déjeuner. Moi, j'ai fait une enquête dans les centrales nucléaires. Donc, les centrales nucléaires, c'est des organisations qui ont été conçues dans les années 70. Et bien, quand on regarde comment ça se passe aujourd'hui, on a l'impression que les gens vivent, c'est monsieur gagne-pain et madame fait du logis. Sauf qu'ils vivent comme mes parents, je dirais, pour le dire de manière un petit peu radicale. Sauf que dans leur tête, ils ne sont plus du tout comme ça.
C'est-à-dire que, en fait, on a des hommes qui se posent des questions sur est-ce que ça serait pas bien qu'ils soient plus près de leurs enfants, qu'ils s'occupent plus de leurs enfants, etc., qui sont très très inquiets parce que, comme les centrales ont été construites dans des endroits où il n'y a pas de bassin pour l'emploi, la plupart du temps, les femmes sont obligées de renoncer à leur travail. Donc, est-ce qu'elle va se supporter dans le pavillon, etc., avec les enfants est-ce que ça va tenir? Est-ce que le couple ne va pas craquer, etc. Et de l'autre côté, on a des femmes qui sont très très agacées au bout d'un moment d'avoir à prendre en charge un mari en travail en posté, qui fait les 3-8, etc. Une famille, d'assurer comme ça toute la charge domestique et qui s'inquiète sur la possibilité de retrouver un jour un emploi, tout simplement. Voilà, alors, ces organisations ont été construites il y a une quarantaine d'années. La question c'est, est-ce qu'on fait mieux aujourd'hui? Est-ce que quand on fait de la prospective, qu'on réfléchit, qu'on construit des dispositifs, est-ce qu'on fait mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on pense ces questions-là différemment? Alors, je vais revenir sur ce que disait François Patou quand il disait qu'il voulait démontrer que les hommes peuvent être gagnants dans le système de la conciliation. Et là, par contre, j'aurais une objection. D'abord, je pense que c'est pas vrai qu'ils vont être gagnants, donc c'est pas la peine de leur raconter des bêtises. Et en plus, c'est pas tellement le problème. Je veux dire, je peux vouloir, par exemple, plus de justice sociale, et je vais pas y gagner forcément quelque chose. Enfin, je veux dire, par exemple, toutes les idéologies de la décroissance fonctionnent quand même sur l'idée que, voilà. Je pense aussi au coming out. Pour une personne qui est connue, qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges du fait de sa position sociale, faire son coming out, c'est pas forcément une bonne opération pour elle. Ça peut en être une très bonne pour d'autres personnes, j'y reviendrai après, qui vont pouvoir s'identifier à elle, qui vont pouvoir imaginer que, ben oui, on peut être lesbienne et occuper une position importante, être talentueuse, avoir une vie publique, etc. Bon. Mais pour la personne en question, c'est pas forcément un avantage. Donc je ne crois pas non plus que les hommes vont être gagnants à plus partager les corvées domestiques. Il y a un paquet de corvées à se partager, et voilà, c'est quand même ça la réalité aussi. Alors, vous avez dit, et ça c'est fort juste, vous avez dit, mais les femmes, et ça fait grincer les dents un peu par certaines personnes dans l'Assemblée, mais il y a des femmes qui empêchent les hommes de faire, qui résistent au fait que les hommes prennent en charge des choses dans la sphère domestique, parce que, voilà, elles résistent. Et bien oui, elles résistent pourquoi? Parce que c'est un paquet de corvées, mais c'est aussi une certaine esthétique domestique, etc. Les gens, quand ils font ce travail, comme n'importe quel travail, ont à cœur qu'il soit bien fait, et souvent les hommes débarquant dans la profession, si je puis dire, font pas bien, et donc les femmes disent, bah non, je préfère le faire parce qu'il m'agace, il ne prend pas le bon produit de vaisselle, ou il n'habille pas les mômes comme je voudrais qu'il les habille, etc. etc. Bon. Alors, oui, et là, je dirais, la problématique du féminisme, depuis le départ, c'est que ça a été beaucoup de sortir les femmes de la maison. Et donc, du coup, en contrepartie, on a très peu travaillé sur, finalement, c'est quoi l'espace domestique? C'est quoi la maison? C'est quoi faire le ménage? C'est quoi s'occuper de cet univers-là? On l'a traité uniquement du côté des corvées, et il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un paquet de corvées. Mais ce n'est pas que des corvées, il y a aussi une éthique, une esthétique, enfin quelque chose qu'on a certainement sous-estimé aussi dans les formes de résistance, alors qui ne sont pas des résistances politiques pour le coup, mais qui sont bien des résistances dans les pratiques ordinaires. Donc il y a des choses à penser de ce côté-là. Et puis dernière chose, on parlait des catégories socio-professionnelles hautes. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en ligne de mire quand on pense au partage des tâches hommes-femmes, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, dans des pays comme l'Amérique latine, où on voit très bien, quand on y va, comment ça se passe pour les CSP hautes. Le consensus se fait entre les hommes et les femmes sur la délégation du travail domestique à d'autres femmes. On voit ça commencer à s'installer en France très bien. Il y a d'autres femmes, alors c'est des femmes. Alors elles sont pauvres, elles habitent à 15 km de l'emploi, elles sont dans la précarité, etc., etc. Donc là aussi, il y a quelque chose qu'il faut regarder de très près. Moi, je trouve que c'est très intéressant de concerner évidemment les hommes aux questions de la conciliation, mais cherchons la femme. Hein. Où est-elle? Où elle est passée? Qui ne relève pas du même ordre que ce dont je vais parler maintenant, qui est quand même autour de la question de l'ignorance, qui je crois quand même est une question qui a été soulevée par, je ne vais pas retrouver son nom parce que je suis fatiguée, comment il s'appelle le monsieur avocat qui a dû partir, voilà, qui a été soulevé, je trouve qu'il est quand même intéressante autour de la question de l'homophobie, du sexisme, du racisme, etc.
et qui fait écho aussi à ce qui a été dit au niveau de l'institution éducative. J'ai trouvé que l'exemple qui a été donné par quelqu'un dans la salle de la fiche père-mère, par exemple, c'est un problème de culture, je pense, quand même, hein, de ne pas arriver à anticiper que demander aux enfants systématiquement de dire quel est leur père, quelle est leur mère, ça peut mettre en difficulté un certain nombre d'enfants, famille monoparentale, etc., ou homoparentalité. C'est quand même aussi plus un problème de culture, là, pour le coup, que de résistance idéologique, me semble-t-il. Alors, on a beaucoup parlé de pédagogie. Et bien sûr, c'est très important, la pédagogie. Hein, c'était toute la richesse de la table, de la deuxième table ronde, de travailler sur les pratiques. C'est concrètement... qu'est-ce qu'on fait quand on est sur les terrains? Et je trouvais vraiment très très intéressant la manière dont les trois intervenantes ont rendu compte de leur pratique. Mais il n'y a pas que la pédagogie qui permet de bouger des choses. Et parfois, je ne suis même pas sûre que sur les questions qui nous préoccupent, ça soit toujours la manière la plus pertinente. Parce que j'ai été interpellée en tant que psychologue. Mais oui. Tout à l'heure, je vais quand même faire une réponse de psychologue, désolée, là-dessus, en rappelant quand même que la psychologie est quand même très très mal placée souvent pour penser les questions qui ont été soulevées, je pense notamment par Virginie Descoutures, autour des nouvelles formes de parentalité, puisque la psychanalyse, alors je me disais, mais entre François Fatou qui propose que les hommes soient plus dans le soin, à la maison, à faire le ménage, à s'occuper des enfants, etc., et les familles homoparentales, si on avait des collègues psychanalystes bien branchés sur la loi du père, comme quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, je veux dire, mais ils seraient absolument effondrés. Nous représenterions pour eux la décadence de l'humanité totale. Donc je voulais dire, attention, la psychologie n'est pas très très bien placée, parce qu'il y a quand même dans le champ de la psychologie, c'est pas tous les psychologues, c'est pas tous les psychanalystes, mais enfin c'est quand même une tendance lourde, quelque chose de très conservateur du côté de la loi du père. Et la loi du père, eh bien, quand on la croise avec le partage des tâches, il y a un gap terrible, quoi, ça marche pas du tout. Donc voilà, donc j'appelle à des vocations en psychologie, quoi. Je veux dire, il faut qu'on soit plus nombreux. On ne peut pas ramer, on est 3-4 pelés de tondus, dès qu'il en manque une, ça se voit tout de suite. On n'est pas très nombreux en psychologie à tenir un discours différent. On manque de psychologues, on parlait des trans, on manque de psychologues trans, par exemple. Il y en a un que je connais en France, c'est tout. On manque, voilà, de personnes qui tiennent des positions différentes dans l'institution en psychologie. Je le dis vraiment tout à fait sérieusement. Ceci dit, indépendant de 25, qu'est-ce que les psychologues disent d'intéressant sur toutes ces questions-là? Je pense que ça tourne autour de la question de l'identification. Et l'identification, c'est pas seulement l'identification à son papa et à sa maman, ou à ses deux mamans, ou à ses coparents, c'est l'identification, ça se joue avec des figures prestigieuses qui sont beaucoup plus nombreuses dans la société que ce qu'on imagine. Et là, je suis désolée, mais les séries télévision jouent un rôle absolument capital, comme toute la culture populaire d'ailleurs. Alors, il y a des choses très mauvaises. Si vous regardez des séries qui sont produites par la Fox, par exemple, comme Bones, qui est une série extrêmement conservatrice sur la question des rôles de sexe qui passe sur la 6 à je ne sais pas quelle heure, bon, c'est une chose, mais on a plein de séries qui sont des séries géniales du point de vue des questions qui nous intéressent ici. Donc moi j'avais pas mal regardé et par la suite un petit peu travaillé sur une série qui s'appelait Buffy contre les vampires, qui est une série géniale sur la sexualité des adolescentes, puisque tous ces adolescents tombent amoureux de monstres sans arrêt, etc. Donc ça pose plein de questions sur la bizarrerie du désir, et la bizarrerie du corps et les métamorphoses du corps. C'est une série vraiment passionnante et pas du tout normative, avec une fille qui est chef de bande, avec une fille qui est tueuse de vampires. Bon, quand même, c'est pas si fréquent que ça. Il y a une série qui s'appelle Queer as Folk, alors qu'on voit que sur le câble en France, mais sur la question de la parentalité, c'est une série qui est passionnante. D'abord parce qu'il y a toute la question de l'homoparentalité qui est traitée, mais il y a aussi les problématiques très compliquées des parents qui ont des enfants gays ou lesbiennes, des enfants qui ont des parents homophobes, enfin bon, toutes ces questions-là, qui sont des questions mais vraiment
quotidiennes dans la vie des gens ne sont pas beaucoup traitées dans les séries françaises, c'est vrai, mais sont très très bien traitées dans un certain nombre de séries américaines, dont on pourrait souhaiter qu'elles soient plus diffusées, et qui offrent des tas de supports d'identification. On peut s'identifier aux personnages sur du long terme, avoir une vie avec ces personnages, grandir. Il y a pas mal d'enfants qui ont grandi avec Buffy, et je pense par exemple que pour des jeunes filles lesbiennes, grandir avec Buffy, c'était pas la même chose que grandir sans Buffy, parce qu'il y avait un personnage qui était un personnage de jeune lesbienne qui grandissait, qui était dans le... Moi, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui était la meilleure amie donc, du personnage principal. Et ça change des choses. Donc je fais un plaidoyer pour la culture populaire, parce que la culture populaire, quand elle est bien faite, c'est un lieu où on s'émeut, où on s'identifie, et où on rencontre des personnages qu'on peut admirer, aimer ou détester, et à travers lesquels aussi on peut se forger une identité et une personnalité. Voilà, et je pense que c'est très très important d'investir ces espaces de culture populaire, de regarder ce qui se fait, mais aussi, de la même manière qu'il faut plus de psychologues, il faudrait plus de gens qui fassent des fictions intelligentes autour de la vie des gens, comme ils sont et pas comme ils devraient être. Parce que comme ils sont, c'est pas du tout, effectivement, bien rangé. Les hétérosexuels non plus, comme tout le monde le sait, par ailleurs. Voilà. Donc, en gros, un petit peu ce que je voulais dire. Et la dernière chose, quand même, c'est que j'étais très frappée sur le fait que dans les années 70, au moment de l'essor du féminin, de la seconde vague, la famille, c'était un truc dont plus personne ne voulait entendre parler, enfin bon, c'était plein des utopies. Et là, ce qu'on voit, c'est que la famille a quand même résisté. Alors, elle sort de tout ça, complètement transformée, mais elle a résisté. Et du coup, je trouve aussi que la question de l'homoparentalité donne une visibilité nouvelle et différente aux lesbiennes. Je pense aussi au livre de Natacha Chetruti qui va sortir, qui s'appelle, je crois, Se dire lesbienne. Et là aussi, alors ça c'est une question que je pose pour conclure, puis c'est une question qui est plus programmatique et plus théorique. C'est une nouvelle visibilité sur un fond qui est plus pacifié entre féminisme au pluriel et lesbianisme au pluriel, et il y a aussi quelque chose qui se recompose, qui s'était un peu perdu de vue et beaucoup disputé, et je pense que depuis quelques années, c'est assez intéressant ce qui se passe aussi autour de toutes ces questions-là. On change d'époque.